Bienvenue dans votre journal de l'international. Voici les titres de cette édition. Premier déplacement officiel à l'étranger du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il s'est rendu en Mauritanie où il a rencontré son homologue Mohamed Ould Cheikh. Détail assure dans cette édition. Et puis il sera aussi question dans ce journal de l'inondation à Dubaï. Plus de 254 mm de pluie en une journée faisant d'énormes dégâts matériels. C'est tout pour les titres que nous développons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le nouveau chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite officielle en Mauritanie, son premier déplacement à l'étranger depuis son élection fin mars selon les présidentes sénégalaises et mauritaniennes. Il a rencontré son homologue Mohamed Ould Cheikh. Au centre de leurs échanges, le gisement de gaz naturel que partagent les deux pays, mais aussi leurs frontières maritimes. Aimé Dolinassou. Le nouveau chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en visite officielle jeudi 18 avril en Mauritanie voisine. Son premier déplacement à l'étranger depuis son élection à la fin de mars selon les présidents sénégalaises et mauritaniennes. Diomaye Faye est arrivé en fin de matinée dans la capitale mauritanienne pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures selon les présidences. Il s'est entretenu avec son homologue Mohamed Ould Ghazouani avant une réunion de délégation des deux pays. Parmi leurs dossiers communs, le Sénégal et la Mauritanie partagent le gisement de gaz naturel Grand Tortue à Mehim, à la frontière maritime développée par le Britannique PB avec l'américain Cosmos Energy, la société mauritanienne des hydrocarbures et la société publique sénégalaise Petrosen. Le début d'exploitation est prévu en fin d'année pour ce gisement sur lequel les deux voisins ouest-africains comptent pour leur développement. Le Sénégal, lié par un accord de pêche avec la Mauritanie, dépend aussi en partie de ce pays pour son approvisionnement en poissons. Des responsables des pêcheurs sénégalais ont demandé au président Faye de discuter avec les autorités mauritaniennes de la libération des pirogues sénégalaises arraisonnées en Mauritanie après avoir été accusées de n'avoir pas respecté la législation du pays, rapporte jeudi la presse sénégalaise. Routes inondées, véhicules partiellement submergés dans l'eau à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Le pays a enregistré mardi 254 mm de pluie en seulement une seule journée, l'équivalent de près de 2 ans de précipitations dans ce pays désertique. Plusieurs dégâts matériels signalés. Habiba Hangini Mahamat. Autoroutes inondées, écoles fermées et trafic aérien perturbé. Dubaï peinait mercredi à se remettre des pluies records qui se sont abattues la veille sur le plus célèbre des Émirats du Golfe. Malgré le retour du soleil, des longues files se sont formées sur des autoroutes à 6 voies dont certains tronçons étaient encore submergés. Les Émirats Arabes Unis ayant enregistré mardi 254 mm de pluie en une journée, l'équivalent de près de 2 ans de précipitations dans ce pays désertique. Après l'annulation et le détournement de dizaines de vols la veille, les voyageurs ont été invités mercredi à ne pas se rendre à l'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, sauf en cas d'absolue nécessité. La compagnie aérienne Emirates, fleuron de l'Émirat, a suspendu les enregistrements en raison de difficultés d'accès à l'aéroport pour le personnel et les passagers. Des routes étant toujours bloquées et certains services des métros suspendus. Des longues files d'attente se sont formées devant les stations de taxi de l'aéroport, tandis que de nombreux passagers à l'intérieur attendaient des nouvelles de leur vol. Dans l'Émirat de Ras Al Khaimah, au moins une personne est décédée. Un homme de 70 ans dont la voiture a été entraînée par les eaux, a annoncé la police. Les écoles resteront également fermées jusqu'à la semaine prochaine à Bahreïn, qui a enregistré mardi des précipitations records de 96,98 mm en une journée, battant le record de 67,9 mm enregistré en 1995. Au moins, 18 personnes ont été tuées, plus de 77 blessés, dont 4 enfants dans une triple frappe russe mercredi à Tchernigiv, grande ville du nord de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a mis en cause une nouvelle fois le manque d'aide de l'Occident. La rédaction vous en donne les détails.
18 personnes ont été tuées dans une triple frappe russe mercredi à Tchernigiv, une grande ville du nord de l'Ukraine, selon un nouveau décompte publié jeudi. Le président Volodymyr Zelensky déplorant une nouvelle fois le manque d'aide des Occidentaux. Dans la soirée, la Chambre américaine des représentants a annoncé qu'elle voterait samedi sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, principalement militaire, à laquelle le président Joe Biden s'est dit très favorable. Selon un nouveau bilan des services d'urgence jeudi, 18 personnes ont été tuées et 77 blessées, dont 4 enfants. Selon les autorités des infrastructures sociales, une institution d'éducation, un hôpital et 20 immeubles d'habitation ont été endommagés. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu un corps en train d'être extrait des décombres ainsi que le bâtiment le plus touché, un hôtel de 8 étages dont des parties entières sont complètement détruites. De nombreuses ambulances et des camions de pompiers étaient visibles sur les lieux, ainsi que des tentes dressées par la police et les sauveteurs. Des voitures garées près de l'épicentre avaient leurs pare-brise détruits. M. Zelensky a souligné que l'Ukraine n'avait pas assez de systèmes de défense anti-aérienne pour empêcher cette frappe, sans doute la plus meurtrière contre cette cité historique située à 60 km de la frontière avec la Bélorusse, un allié de la Russie et une centaine de kilomètres du nord de Kiev. Le chef des armées du Kenya et 9 autres personnes militaires sont morts jeudi dans un crash d'hélicoptère dans l'ouest du pays, a annoncé le président William Ruto. Le chef de l'État a fait part d'un tragique accident et a précisé que 2 personnes présentes lors de ce vol ont survécu. Commentaire d'Aimé Dolinassou. Le chef des armées du Kenya, Francis Omondi Ogola, et 9 autres responsables militaires sont morts jeudi dans le crash d'un hélicoptère dans une région reculée de l'ouest du pays, a annoncé le président William Ruto. Ces responsables militaires étaient en visite dans cette région située à 400 km de Nairobi, notamment pour rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre de l'opération Maliza Oualifou. Mettre fin à la criminalité en Somalie, destinée à combattre les groupes des bandits qui s'y sèment la terreur, a-t-il précisé. L'accident a eu lieu alors qu'il partait inspecter les travaux de construction d'un centre de formation des recrues dans le comté voisin de l'Ouassan. Malheureusement, l'appareil s'est écrasé peu après le décollage, a déclaré William Ruto. L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour établir les causes de l'accident, selon le président. Les hauts gradés étaient à bord d'un hélicoptère, un appareil développé dans les années 1960 et largement utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Des médias kenyans ont indiqué qu'il s'agissait du 5e accident d'hélicoptère militaire en 12 mois. Les appareils étaient souvent vieux et mal entretenus. En juin 2021, au moins 10 soldats sont morts lorsque leur hélicoptère s'est écrasé au cours d'un exercice d'entraînement au sud du Nairobi. Le chef de l'État a également annoncé 3 jours de deuil à partir de vendredi. Les corps des victimes, drapés dans des drapeaux kenyans, ont été ramenés à Nairobi à bord d'un avion de l'armée de l'air jeudi en fin de journée, selon des images diffusées par la présidence. Manifestation devant l'ambassade d'Italie en parallèle de la visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Des Tunisiens proches de migrants disparus en Méditerranée critiquent la gestion du dossier migratoire par la Tunisie et l'Italie et réclament les solutions plus humaines. Les détails avec Habiba Hangini Mahamat. Des manifestations ont eu lieu ce mercredi 17 avril 2024 devant l'ambassade de l'Italie en Tunisie, orchestrées par des organisations de la société civile en marge de la visite de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Rohman Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, a déclaré que Meloni aurait suggéré que les changements climatiques pourraient intensifier les flux migratoires irréguliers, exerçant ainsi une pression sur la Tunisie pour qu'elle renforce le contrôle aux frontières européennes. Il a ajouté que le Premier ministre italien œuvrait à restreindre le flux migratoire, notamment en incitant la Tunisie à transférer les migrants vers des centres de détention plus sécurisés en vue de leur expulsion. Ben Amor a également souligné le rôle clé de la Tunisie
dans la surveillance des frontières européennes, affirmant que près de 80 000 migrants ont été empêchés d'atteindre les côtes italiennes l'année dernière et environ 21 000 depuis le début de l'année en cours. Il a ajouté que le Premier ministre italien œuvrait à restreindre les flux migratoires, notamment en incitant la Tunisie à transférer les migrants vers des centres de détention plus sécurisés en vue de leur expulsion. Lors d'une visite à Kinshasa, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk se dit préoccupé par la décision des autorités de la République démocratique du Congo de rétablir la peine de mort. Cette visite de 4 jours en RDC lui a permis de rencontrer le président Félix Tshisekedi. Commentaire de Habiba Hangini Mahamat. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk s'est dit jeudi à Kinshasa, préoccupé par la décision des autorités de la République démocratique du Congo de rétablir la peine de mort. Je suis préoccupé après la récente décision de Kinshasa de lever le moratoire sur la peine de mort, a déclaré Volker Turk devant la presse, à l'issue d'une visite de 4 jours en RDC, au cours de laquelle il a notamment rencontré le président Félix Tshisekedi. Les Nations Unies sont très claires. Nous souhaitons l'abolition de la peine de mort partout dans le monde, a-t-il rappelé. C'est le message que j'ai transmis aux autorités de RDC, a-t-il poursuivi. Ajoutant à propos de la réaction des interlocuteurs, je pense que c'est un domaine sur lequel nous sommes convenus d'être en désaccord. Volker Turk a aussi souligné les responsabilités des entreprises qui extraient le coltan dans la région, riche en minerais convoités. Le monde ne peut pas continuer à consommer sur le dos du peuple congolais, a-t-il lancé. Face à l'accumulation de souffrances, il faut trouver une solution, a-t-il insisté. Le 15 mars, le gouvernement a annoncé sa décision d'élever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort qui était en vigueur depuis plus de 20 ans dans le pays. Tim Cook, PDG d'Apple, a rendu visite mercredi au président indonésien Joko Widodo et évoqué donc les moyens d'investir dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. La visite intervient au moment où aux États-Unis, l'administration Biden cherche à réduire la dépendance à l'égard de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement technologique par un renforcement du rôle des autres partenaires commerciaux asiatiques. Commentaire de la rédaction. Tim Cook, PDG d'Apple, a rendu visite mercredi au président indonésien Joko Widodo et évoqué les moyens d'investir dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. La visite intervient au moment où, aux États-Unis, l'administration Biden cherche à réduire la dépendance à l'égard de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement technologique par un renforcement du rôle des autres partenaires commerciaux asiatiques. L'Indonésie est un marché très important pour tous. Nous avons parlé du désir du président de voir la production dans le pays et c'est quelque chose que nous allons examiner, a déclaré Tim Cook aux journalistes. La veille, le fabricant de l'iPhone avait annoncé installer en Indonésie une 4e académie de développeurs sur l'île de Bali. En visite lundi et mardi au Vietnam, Tim Cook avait aussi annoncé plus de dépenses auprès de ses fournisseurs vietnamiens sans détailler ni montant ni destinataire. L'archipel indonésien a une population technophile et jeune avec plus de 100 millions d'habitants de moins de 30 ans. Mais Apple y est dominé sur le marché des smartphones par Android et il n'y a aucun magasin officiel. Ces produits devant être achetés sur des plateformes de revente. Tim Cook a ensuite rencontré mercredi pendant 2 heures le futur président indonésien, l'actuel ministre de la Défense, Prabowo Subianto, qui a gagné l'élection présidentielle de février et prendra ses fonctions en octobre. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.